mesure après avoir activé votre micro, ce qui est le cas. Je jure. Je vous remercie et vous avez la parole, Monsieur Laurent Blanc. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, je vous ai écouté avec attention. Je pense et j'espère que notre dialogue va être fait de questions et de réponses. Parce que tout ce que vous venez d'évoquer est très large. Et donc, à partir de là, c'est des sujets qui représentent beaucoup d'avis. Et j'ai certainement un avis aussi, mais j'aimerais mieux que ça se déroule comme ça parce que au moins on pourrait le piloter et surtout faire en sorte qu'il soit constructif. Et vous aurez la possibilité d'en répondre à chacune d'entre elles. Oui, voilà. Très bien, voilà, merci. Parce que là, il y a tellement de sujets évoqués que j'entends. On ne sait pas par où commencer. Il vaut mieux, à mon avis, que vous le dirigiez. Et moi, je vous répondrai avec beaucoup j'espère, de clarté. Nous allons les reprendre. Vous le connaissez aussi bien que moi. No problème. Merci. Monsieur Blanc, d'abord, merci de vous être rendu disponible dans le cadre des travaux de cette commission. Donc, comme ça a été rappelé par Madame la Présidente, notre commission travaille donc sur les défaillances au sein des fédérations. Elles peuvent être d'ordre multiple, cela a été rappelé. Alors, vous, en tant que champion du monde, puis sélectionneur de l'équipe de France, vous avez eu à connaître de près le fonctionnement de la FFF. Donc, première question en ce qui me concerne. En tant que sélectionneur, pouvez-vous nous relater les relations que vous avez pu avoir avec la fédération? Quelles sont les relations du sélectionneur avec les équipes de la Fédé? Avec qui travaillez-vous? DTN, Clairefontaine, membre du COMEX, etc. Si vous pouvez nous préciser cela. Oui, alors, je vais vous le préciser avec, j'espère, beaucoup de précision. Le sélectionneur, ce n'est pas la personne qui a le plus de contact avec sa fédération. Ça peut paraître paradoxal, mais un sélectionneur est vraiment utilisé et en contact avec des gens qui travaillent à la fédération ou la DTN, la direction de nationale, bien sûr. Mais le sélectionneur est en voyage ou en repérage pendant beaucoup de temps dans l'année. Et pendant les matchs qualificatifs ou les matchs amicaux, c'est là où il se retrouve en contact avec des gens de la DTN notamment, et basé bien sûr à Clairefontaine. En tant que sélectionneur, oui, nous allons faire quelques réunions à la Fédération française de football. Les échanges sont présents, mais ce n'est pas un lieu où le sélectionneur a l'habitude de séjourner. Il séjourne beaucoup plus à la direction technique nationale. Et ça, c'est la première des choses. Donc, la vie de la Fédération française de football, par exemple, parce que je prends le cas du football, ce n'est pas un sélectionneur qui pourrait vous la raconter le mieux ou qui pourrait vous la raconter précisément. Il y a des gens qui travaillent à la Fédération française de football, il y a des gens qui sont dans des services, notamment marketing, événementiel, etc., qui seraient plus amènes, à mon avis, de vous raconter la vie de tous les jours à la Fédération française de football. Après, quand je vois je pose un petit peu mes yeux sur la première question et je vous la lis, et on peut en débattre si vous le voulez et si ça vous intéresse. Avez-vous vu le football français changer au cours de toutes ces années sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui? J'ai envie de vous dire oui, il n'a pas changé. Le football en lui-même n'a pas changé. Le football en lui-même a évolué comme la société, comme plein de choses. Je pense que le football est un sport très populaire, comme vous le savez. Je pense que même si on est en train de discuter des déficiences de gestion, de gouvernance, je pense que le sport en général et le football en particulier est quand même utile pour nos jeunes, pour notre jeunesse, parce que ça permet d'abord de prendre conscience que le sport est utile dans la vie et que ça peut devenir un métier et qu'il y a beaucoup de jeunes Français, de jeunes tout court qui ont envie de faire du sport leur métier. Donc, oui, ça a évolué, c'est en train de ressembler aussi à l'évolution de la société. J'ai l'habitude de dire, et je le confirme,
que le football n'est pas en dehors de l'évolution de la société. Le football ressemble à l'évolution de la société. Donc, si la société évolue dans un certain milieu ou évolue vers une certaine direction, le football ira dans cette direction-là et n'y dérogera pas, malheureusement. On en reviendra après sur les propos que j'ai pu tenir sur la direction que le football était en train de prendre et qu'il a pris d'ailleurs. Et que c'est ainsi fait. Hein, le football résume l'évolution de notre société. Après, si vous avez d'autres questions, on peut débattre, on peut échanger. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, je vais juste revenir un petit peu sur ma question, parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, je ne parle pas forcément de l'avis de la Fédé ou quoi que ce soit, je parle vraiment du sélectionneur dans vos attributions à vous. Voilà, vis-à-vis de la DTN, de la présidence, quelles sont finalement ces relations, pas forcément de l'avis de la fédération. J'avais compris, j'avais pas forcément compris cela. Alors oui, l'échange avec la DTN est très important. Le sélectionneur, comme vous le savez, les gens commencent à parler, est là pour sélectionner, mais on a une relation à mon avis, beaucoup plus importante et beaucoup plus étroite avec la DTN, la direction technique nationale, qu'avec la fédération en elle-même. Effectivement, on peut avoir des échanges avec son président, on peut avoir des échanges avec son service commercial, son service marketing, parce que des fois, il y a des sujets à traiter. Mais non, la direction technique nationale est très importante. Il y a des échanges assez permanents. Mais j'en veux pour preuve, moi je vais vous raconter un petit peu une anecdote, c'est que elle est très significative. C'est que j'avais une très très bonne relation avec le DTN de l'époque. Et donc par là, on échangeait beaucoup sur l'évolution, sur le monde de détection, le monde de sélection des jeunes. Mais il n'empêche que pendant 2 ans, je n'ai assisté qu'une fois à une réunion de la DTN qui a eu lieu dans les locaux justement de la Fédération française de football. Et voilà, donc d'ailleurs, elle s'était très mal passée parce que à la suite de cette réunion, il y avait eu cette polémique sur les binationaux et donc ça m'avait plutôt porté préjudice. Mais voilà, pour vous dire qu'un sélectionneur, c'est pas qu'il est seul, mais il échange avec sa direction technique nationale, avec son directeur technique national. Il échange aussi, bien sûr, avec sa direction. Mais bon, il est quand même assez seul. Hein, il est quand même assez seul, le sélectionneur, parce que c'est lui-même qui compose sa sélection, c'est lui-même qui fait ses choix. Et après, il peut en discuter. Ça m'est arrivé d'en discuter avec François Blacard, qui était à l'époque le directeur technique national, avec M. Le Graët, qui était président de la Fédération française de football. On discutait de nos choix, mais le sélectionneur a quand même, à mon avis, et heureusement, un pouvoir de sélection, un pouvoir de choix qui est vraiment très individuel. Donc il y a des échanges, certes. Après, sincèrement, le monde de gouvernance de la Fédération française de football, puisque je vois que c'est aussi écrit dans une des questions qui me sont proposées, on peut en discuter parce que bon, tout le monde peut avoir son avis. Je vois que la Fédération française de football dépend de l'ordre public. Juste, excusez-moi, juste oui. Avant de passer effectivement aux autres questions, vous inquiétez pas, on va y venir. Oui. Est-ce que vous pouvez juste parce que vous n'avez pas répondu sur le COMEX, est-ce que vous avez été amené vous-même à participer à des COMEX? Jamais. La réponse peut être très claire, jamais. Merci. Puisque vous avez quelques questions, un sujet aussi qui nous préoccupe, et notamment dans le football, êtes-vous favorable à l'arrêt des matchs en cas de propos racistes? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, là aussi, je reconnais qu'on est dans une période
où il y a un grand intérêt sur ces questions. Et j'en suis le premier convaincu qu'il faut essayer par tous les moyens d'arrêter cela. Et c'est pour ça que je vous réponds sans aucune hésitation, oui. Mais j'aimerais quand même un petit peu, parce que la dernière fois avec Lyon, on avait aussi une réunion sur les débats de ces sujets-là, sur le racisme, sur l'homophobie, etc., etc. Et je me permettais de faire en sorte que le football n'est pas parfait, loin de là. Mais je pense qu'il évolue dans le bon sens. Vous allez peut-être être surpris de mes propos, mais je suis allé voir des matchs de football avec mon grand-père, je suis allé voir des matchs de football avec mon père, et j'étais jeune, très jeune. Mais il y a des choses qui m'ont marqué. Il y a des choses qui m'ont marqué sur le terrain, bien sûr, mais à cette époque-là, et c'est quand même pas si loin que ça, c'était à tous les matchs qu'il y avait des choses à remarquer, des choses à éliminer. Et je pense que 25 ans ou 30 ans plus tard, même si tout n'est pas parfait, et je le conçois, surtout dans une enceinte comme un stade de football qui est quand même très grande et où il y a quasiment toute la liberté d'expression possible, je pense qu'on est en train d'évoluer du bon côté, parce que effectivement ça existe encore, mais par rapport à ce qui se faisait avant, il y a beaucoup de mieux. Ça, c'est que mon avis, mais ça n'engage que moi. Et c'est pour ça que je vous dis, entre joueurs, s'il y a des propos racistes, il faut arrêter, à mon avis, net le match. Et s'il y a des propos aussi dans l'enceinte du stade, il faudrait aussi faire la même chose. On a des moyens maintenant qui sont colossaux pour entendre, pour visualiser, pour localiser. Alors, ça sera très très bien pour le football professionnel. Il n'empêche que dans le football amateur, il m'arrive encore d'aller voir des matchs et il m'arrive aussi d'entendre encore des choses ingrates. Mais ça, c'est l'éducation qu'il fera qu'on progressera et qu'on évoluera dans le bon sens. Je pense que ça a été le cas durant ces 20 dernières ou 25 dernières années. Alors, on entend tout à fait ce que vous nous dites sur le football qui irait dans le bon sens, mais en fait, ça vient exactement à l'inverse des propos tenus par Patrick Vieira notamment, qui lui dit sur le racisme, ce qui me fait réfléchir le plus dernièrement, c'est qu'on est passé des cris venus des tribunes à des agissements de joueurs, voire d'arbitres. C'est en train de se dégrader. Donc, on voit bien que, voilà, il y a peut-être des avis effectivement qui sont très différents, des points de vue qui sont très différents aussi. Et lui, pour lui, en tout cas, il estime qu'il y a une dégradation. Et j'en profite aussi parce que... Je trouve que c'est une amélioration. En fait, je trouve que c'est une amélioration parce que quand vous entendez ces propos-là, vous pouvez les visualiser, vous pouvez intervenir sur des joueurs ou sur des arbitres. Alors qu'avant, c'était sur 20 000, 30 000, 40 000 spectateurs. Comment vous faisiez ? Comment vous pourriez faire pour essayer d'exercer une punition à ces gens-là ? Quand je dis que l'évolution, il y a une évolution qui me paraît être non acceptable, certes, mais qui peut être visualisée, qui peut être corrigée. Alors qu'il y a 25 ans, Patrick, il a un âge plus jeune que moi, mais il y a 25 ans, je peux vous dire que dans le football, il y a 25 ans, je ne sais pas si vous pouvez le vérifier, mais il y avait des cris, il y avait des gestes, il y avait des objets, il y avait de tout. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est en train d'évoluer, à mon avis, dans le bon sens, même si tout n'est pas parfait, je le conçois. Mais il y a 25 ans, dans les stades de football, même si aujourd'hui, c'est un lieu où il y a beaucoup de liberté d'expression, notamment dans un stade de football. Mais avant, il y avait une liberté d'expression, une liberté d'agir qui faisait que, bon, du début jusqu'à la fin, il y avait des choses inacceptables. Alors peut-être effectivement qu'on le voit plus, et je ne sais pas si ça va dans le bon sens ou pas. Ce qui est certain, c'est que ce qui revient quand même globalement, c'est qu'il y a très peu de sanctions qui sont prises, peu d'accompagnement des sportifs lorsqu'ils sont victimes de propos ou de faits racistes. Et donc, en réalité, même si c'est visible, ça ne veut pas dire qu'on a mis en place des outils,
ou en tout cas des solutions pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus. C'est l'une des difficultés justement et l'une des failles qu'on a pu identifier. Et en fait, moi je voulais justement par rapport à cela, l'an passé, en fait, la FFF a vu de nouvelles accusations, hein, notamment sur des abus à l'INF de Clairefontaine. Dans une enquête publiée sur le site Josimar et reprise par le New York Times et intitulée 40 ans de silence, on y apprend que pendant des années, Noël Le Graët et d'autres hauts responsables de la fédération ont dissimulé de multiples cas d'abus sexuels, y compris des abus sur des joueurs mineurs. Comment avez-vous appris ces faits de votre côté? Qu'en avez-vous pensé en tant que sélectionneur à l'époque? C'était début 2012. Je rappelle qu'un des cas, pour exemple, impliquait un responsable pédagogique qui a été démis de son poste à l'Institut national du football après avoir envoyé des dizaines de SMS affectueux, voire dérangeants, à un garçon de 13 ans. Un comportement inapproprié de l'encadrant qui aurait été suivi d'une invitation à déjeuner pour l'anniversaire du mineur, alors que celui-ci était censé se restaurer à la cantine de son collège. Et la FFF a toléré que cet ancien employé passe tranquillement d'un poste à l'autre et conserve ses diplômes qui lui facilitent l'accès à différents emplois au sein de ce sport. J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Mais je suis comme vous, je suis horrifié de ça. Mais messieurs les politiques, je pense à un moment donné, quand vous dites que la fédération est quand même sous ordre d'ordre public, à un moment donné, il faut aussi pouvoir faire en sorte et agir pour essayer de faire en sorte que ces problèmes-là soient moins fréquents, d'abord, hein, soient aussi connus, parce que je suppose que, et c'est aussi un des sens qui me fait dire que malheureusement, même si les choses ne sont pas parfaites, on évolue aussi, parce que les choses commencent à se savoir. Et alors qu'avant, peut-être, on ne se savait pas, ou on ne les disait pas, ou on les connaissait pas, ou on ne voulait pas les connaître. Donc voilà, il y a quand même des axes qui font que, bon, voilà, je ne dis pas que les progrès sont spectaculaires, mais je dis qu'il y a certainement des choses aujourd'hui que l'on connaît, où on est informé, alors qu'il y a certainement des périodes où on n'avait pas ces informations. Et quand vous me dites, vous, qu'est-ce que vous en pensez, j'aurais tendance à vous dire, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne parle pas que de la Fédération française de football, d'ailleurs. Vous êtes certainement horrifié comme moi, non? Bien évidemment, c'est d'ailleurs pour aussi l'objet de cette commission d'enquête. Mais oui, voilà. C'est pour ça que j'ai répondu avec plaisir avec vous, parce que je pense que, comme vous dites, et vous le mentionnez souvent, que la Fédération française de football est quand même sous tutelle de l'ordre public. Et à un moment donné, il faut essayer de trouver des solutions aussi en termes peut-être de gouvernance, en termes peut-être d'hommes, parce que c'est aussi ça, de faire en sorte que ce qui a pu se passer il y a quelques années ne se reproduise plus, que ce soit dans la Fédération française de football ou que ce soit dans le sport en général, parce que j'ai aussi écouté d'autres personnes qui sont intervenues devant votre commission, et notamment une jeune fille. Oui, la réalité, c'est son discours. Et son discours, aujourd'hui, a touché énormément de monde. Est-ce qu'il y a quelques années, ça aurait pu être le cas? Je ne sais pas. Moi, je suis de ceux qui pensent que, voilà, aujourd'hui, on est au courant de plein de choses, alors on ne l'était pas. Quand vous n'êtes pas au courant, c'est difficile de les régler ou de les corriger. Là, il s'avère que dans l'heure actuelle ou dans le présent que l'on vit, on est au courant des choses, et à un moment donné, il faut essayer vous, comme moi, de faire en sorte que les choses, on les corrige, quoi. On les corrige. Avez-vous la connaissance de la cellule du ministère des Sports, Signal Sport? Non. Non, je ne connais, enfin, je ne sais pas si c'est une commission, c'est la première fois que j'entends parler de Signal Sport.
C'est un Je lien qui suppose permet... ce que ça veut, Voilà. je suppose ce que ça veut dire. Oui. Et c'est une bonne chose, bien sûr, c'est une bonne chose. Plus les choses se diront, se sauront, et plus on aura tendance à corriger. Mais je pense, comme vous le savez, comme on le sait tous, qu'il y a certaines choses qui se sont passées, qui se sont, et qui se passeront aussi, parce qu'on n'arrivera pas du jour au lendemain à faire en sorte de régler tous les problèmes. Mais essayons de faire en sorte d'avoir des vigilances et des actions pour prévenir tout cela, quoi. Voilà. Et avez-vous l'impression que la parole se libère davantage? Oui, c'est une certitude. Pour moi, ça n'engage que moi, c'est une certitude. Alors, je reconnais que c'est difficile parce que j'ai vu cette personne-là devant cette commission, seule, en train de parler, en train de revivre certaines choses qui étaient très douloureuses, certainement pour elle, pour ne pas en dire plus. Et ça m'a touché, quoi. Ça m'a touché. Et voilà, c'est une épreuve pour la plaignante. Et puis voilà. Mais en même temps, je pense, comme elle l'a dit, c'est une délivrance pour elle. Mais il faudrait arriver à faire en sorte qu'il y ait comment on appelle ça, des feux de prévention pour essayer d'éviter ce genre de choses. Même si ça se passe, il ne faut pas aussi se focaliser que dans le sport, ça se passe aussi malheureusement de partout. Et avez-vous l'impression que cette parole est entendue, notamment au plus haut niveau? La parole de la jeune femme? Ces témoignages des victimes, quelles qu'elles soient. Le problème, c'est que quand vous entendez une victime, son témoignage est toujours bouleversant. Malheureusement, ça s'est passé. Je ne sais pas, dans des endroits, alors, c'est pas moi de décider des endroits à risque, mais en ce qui concerne le sport, les entraînements des adolescents, des adolescentes, etc., il y a bien sûr des entraîneurs ou des éducateurs qui sont là. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Ce programme n'existe que grâce à vos dons, alors soutenez-nous en cette campagne de fin d'année. On est encore très loin des 100 000 euros qui nous permettraient de survivre en 2026. Quand il y a notre avenir dépend. Des relations adolescents, adolescentes, adultes, on sait très bien, malheureusement, qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. On va laisser la parole à notre collègue François Piquemal. Oui. Bonjour, Monsieur Blanc, François Piquemal, député de Haute-Garonne. Tout d'abord, vous remercier de votre participation à cette audition et de vos réponses. Moi, j'aimerais revenir sur la question d'ailleurs que vous avez évoquée de la réunion qui s'est tenue à la FFF en 2010, en novembre 2010, et qui avait fait grand bruit, qu'on avait appelé réunion des quotas ou autre. Dans cette réunion, il y a eu des propos qui ont blessé un certain nombre de personnes parce que donc il y avait une discussion sur la sélection des jeunes joueurs et est arrivé dans cette discussion, on va dire, des préjugés ou des caractéristiques qui étaient attribuées aux joueurs selon leur couleur de peau. C'est ce qu'on en comprenait. C'est-à-dire en gros qu'il fallait davantage, vous me préciserez, davantage en tout cas selon ce qu'avait dit monsieur Mombaerts, sélectionner des joueurs petits, techniques, intelligents dans le jeu, et il le disait blancs, voilà. Au contraire des joueurs noirs auxquels il était toujours rapporté qu'ils étaient athlétiques, mais sous-entendu un petit peu dénué d'intelligence dans le jeu, ce qui forcément prête des caractéristiques selon la couleur de peau et peut être vécu comme raciste ou comme en tout cas des quotas discriminatoires, et des joueurs s'en étaient émus autant que des personnalités diverses et variées.
Moi, j'aimerais savoir, et Francis Smerecki, qui assistait à la réunion à l'époque, avait alerté sur le fait que ce genre de pratique était discriminatoire. Moi, j'aimerais savoir, avec le recul de plus de 10 années après cette réunion, quel bilan vous en tirez? Est-ce que vous vous souvenez du contexte de cette réunion? Comment cette discussion est arrivée? Et est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'être entré un petit peu dans ces éléments-là? Et comment vous expliquez qu'on ait pu en arriver à avoir ce genre de réflexion qui, si elles ne caractérisent pas du racisme direct profond comme cela, peuvent être vues comme telles au regard des propos tenus? Alors juste peut-être, excusez-moi, juste peut-être avant de vous laisser répondre, c'est Madame Sébailly la rapporteure, puisque j'aimerais vraiment compléter la question autour de cette affaire dite des quotas, puisque la réalité c'est qu'on cherche un peu aussi à faire la lumière sur ce qui a pu mener à ces réflexions, puisqu'on le sait, encore il y a quelques mois de cela, nous avons une autre affaire de ce type-là dans un autre club de foot. Donc on voit bien que depuis 2011, ça n'a pas vraiment évolué et que ces pratiques, visiblement, se font encore dans certains clubs. Donc d'abord, peut-être, moi, ma première question là-dessus serait d'abord, pourriez-vous nous expliquer le contexte de cette réunion? Ensuite, une question, mais alors, je ne connais pas bien le fonctionnement, mais est-il courant que le sélectionneur national s'implique dans les questions de formation et de jeunes? Mais il m'avait semblé que ce n'était pas dans les attributions. Voilà, déjà pour commencer, juste ces questions. Merci. Non, pas du tout. C'est pour ça que je vais être très clair avec vous. Alors, c'est pas que ça me fait plaisir d'éclaircir tout ça, mais ce qui me désole aussi, c'est qu'on n'en reparle que 12 ans après, quoi. Donc, sincèrement, j'ai l'impression que bon, il y a eu cette réunion, il y a eu des amalgames qui ont été faits, il y a eu des mots qui ont été dits, et puis j'ai l'impression que voilà, ça s'est étouffé et qu'on n'a pas voulu en reparler. Alors, on en reparle effectivement parce que je vois que ça vous intéresse beaucoup cette réunion-là, donc on en reparle 12 ans après, et vous allez être d'accord avec moi que pendant 12 ans, rien, il ne s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose. Donc la réunion, je vous l'ai dit et je vous l'ai confirmé tout à l'heure, c'est que ce n'était pas dans mes attributions d'être dans les réunions de la DTN, pas du tout. Donc on m'avait invité sur cette réunion-là parce que je pense qu'il y avait des gens qui avaient déjà des intentions, des mauvaises intentions, et je pense que voilà, on m'avait convoqué dans cette réunion-là et j'avais répondu présent parce que j'estimais que effectivement ça pouvait être intéressant. Des échanges avec des entraîneurs nationaux sont toujours intéressants parce que je pensais qu'on avait vraiment parlé football, développement, etc., etc. Il s'avère que la réunion qui a duré je sais pas, 1h30, 90 minutes. Pendant 85 minutes, on a parlé effectivement d'échanges, de sélection, etc. Et c'est monsieur Smerecki et monsieur Monbaès qui, lors de la dernière question, mais je vous le dis sincèrement, c'était la dernière question, nous dit, bon, ben voilà, on a fait quand même quelques recherches et que sur le pourcentage de tous les joueurs qui sortent de la DTN, on est assez content parce qu'on arrive quand même à sortir un pourcentage très élevé d'internationaux. Et donc on débat là-dessus. Et je ne sais plus si c'est Francis Personnal qui nous dit, bon, et on a quand même poussé plus l'analyse en disant que voilà, il y avait un pourcentage très élevé aussi d'internationaux étrangers. Donc, et c'est là où je vous dis, mais je l'ai toujours dit, alors peut-être je me suis mal expliqué, que moi j'étais intervenu justement parce que je voulais en parler, parce que c'est une question qui même aujourd'hui est encore à l'ordre du jour, c'est que c'était la question des binationaux. Et donc s'est posé la question, on en a débattu, et c'est là où le monsieur qui est en question, qui avait certainement gros sur la patate, a mis son interphone en marche et nous a enregistré. Donc chacun avait son avis différent, mais on pouvait en discuter. Et c'est comme ça que cette réunion est devenue la chose principale, ou le type d'information principale pendant 15 jours ou 3 semaines. Donc voilà, tout simplement. Mais comme je vous dis, le sélectionneur
Et en ce qui me concerne, je suis resté 2 ans sélectionneur. J'ai répondu une fois à l'invitation de la réunion de la DTN, qui me paraissait intéressante, qui a été intéressante, mais qui, sur une question à la fin, a été très, très mal vécue par moi et par d'autres, parce qu'il y a eu des amalgames de faits, il y a eu des accusations de fait qui font que, bon, ça a été assez insupportable après. Donc voilà, voilà vraiment ce qui s'est passé. Et quand je vois, alors ça devait être en 2011 ou 2010, je ne sais plus. Et quand je vois en 2023 ce qui a été fait ou ce qui a été pas fait, je me dis que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc, c'est bien peut-être de le remettre au bout du jour, si j'ose dire. Mais sincèrement, en termes d'action, en termes de discussion, après cette réunion-là qui a été malheureusement très célèbre, rien n'a été fait, quoi. Rien n'a été fait. Que ce soit au niveau sportif, au niveau politique, il faut le dire. Le sujet est toujours présent et il n'y a pas de réponse. Donc bon, voilà, après chacun peut avoir son opinion, mais j'ai mon opinion en tant que citoyen, simple citoyen. Après, je pense que les choses qui peuvent être améliorées ou qui peuvent évoluer, il n'y a qu'une volonté de fédération ou de politique qui font que, bon, s'il y a des problèmes ou s'il y a des solutions à ces problèmes-là, ils peuvent évoluer dans le bon sens, je l'espère. Alors, j'entends complètement ce que vous dites, hein, mais après, pour moi, ce n'est pas tellement une question d'interprétation, parce que, y compris... moi, je ne sais pas si on comprend l'émoi, finalement, des personnes. Quand on entend parler de joueurs blacks, par exemple, on est bien au-delà de la question de la binationalité. On est vraiment sur des critères de couleur de peau. Là, la commission d'enquête, justement, travaille là-dessus, et vous l'avez dit, et je suis triste de l'entendre, qu'effectivement, depuis cette affaire, rien n'a changé. Et d'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure l'affaire Galtier. On est quasiment sur la même chose. Et c'était il y a 1 an. Donc, on voit bien que les choses n'ont pas forcément changé. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on parle là d'une réunion à l'époque qui évoque une limitation de joueurs d'apparence ou d'origine noire ou arabe. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, je vous dis, est-ce que vous comprenez l'émoi ? C'est pas tellement une question d'interprétation pour moi. C'est, voilà, on est au-delà de cela. Quand on parle de limiter des joueurs parce qu'ils sont noirs ou arabes dans une équipe ou dans une sélection, je pense que c'est difficile de laisser le doute à l'interprétation. Je suis d'accord avec vous, madame, mais sincèrement, le sujet, moi, qui m'avait intéressé d'abord, c'était les binationaux. Les quotas de joueurs, c'était un sujet qui avait été développé par la DTN parce qu'ils avaient fait des enquêtes et ils avaient fait des sondages, enfin pas des sondages, mais ils avaient fait une enquête au niveau de la formation, notamment dans la Ligue de Paris. Et donc, ils en étaient arrivés à certaines conclusions. Mais moi, le sélectionneur que j'étais à l'époque était intervenu notamment sur les binationaux, et je vois que le sujet est encore présent, très présent encore aujourd'hui. Quant à vous dire, bon, vous savez, madame, je suis entraîneur, je suis dans la rue, je suis dans les vestiaires. Je peux vous dire que voilà, il y a des mots qui fusent certainement dans les vestiaires, et que si vous prenez que les mots, si vous prenez exactement le mot qui fuse par les joueurs d'ailleurs, hein, par les joueurs eux-mêmes, les termes que vous venez d'employer, on les entend à longueur de journée. François Piquenat. Oui, je pense qu'on rejoint votre constat sur le fait que cette réunion a eu lieu il y a plus de 10 ans et qu'on a la sensation que rien n'a été fait. Ou en tout cas, mais bon, ce qui avait choqué, je pense, et un petit peu ému lors de cette réunion, c'est que vous avez raison, des mots, on peut les entendre dans des vestiaires, mais là, c'était une réunion de la Fédération française de football avec parmi lesquels ses principaux représentants ou dirigeants.
Donc forcément, ça avait créé un émoi. Moi, ma question, c'était Oui. pas de refaire le match de cette réunion. Il a été fait sans que des conséquences politiques ne suivent. Et c'est ça qui est très dommageable. Et c'est aussi l'objet de cette mission d'information. Mais c'est de savoir, vous, parce que Éric Montbert, dans cette réunion, disait, mais ça existe déjà dans les clubs d'avoir des quotas. Et on voit, là, on a un exemple de comment une politique discriminatoire insidieuse peut être mise en place, officiellement ou officieusement. Et je voulais savoir si vous, en tant qu'entraîneur, dans le milieu professionnel de très haut niveau, vous aviez été témoin ou entendu des cas de discrimination de toutes sortes qui se mettaient en place de manière insinueuse. Non, sincèrement, non. Honnêtement, non. Mais si vous prenez les règles d'aujourd'hui, même avec la loi Bosman, qui a révolutionné, qui a complètement fait évoluer le football en termes financiers, en termes d'humains, de transferts, etc., etc. Aujourd'hui, les règles sont très claires. Vous avez le droit d'avoir autant d'Européens que vous voulez. Et par contre, vous avez le droit qu'à 5 extra-communautaires. Comment vous appelez ça, vous? Oui. Alors, on entend, mais je pense que là, ce qui est évoqué, c'est plutôt la question, parce que vous évoquez justement les binationaux, mais on est d'accord que quand vous parlez d'extra-communautaires, on ne parle pas de Français. Donc là, ce sont des Français qui sont binationaux. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, quand la FFF décide d'instaurer ce quota, c'est bien, ça concerne une discrimination vis-à-vis de Français qui sont binationaux ou pas, puisqu'en fait, vous le précisez, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui étaient présentes à cette réunion. Et juste peut-être une question là-dessus, selon vous, est-ce que la question de la fuite des binationaux, est-ce que ça s'est aggravé depuis ou pas, selon vous? Vous avez un regard... C'est pas moi le dire, ça, madame. Vous auditionnerez quelqu'un de la BTN qui sera beaucoup plus précis que moi sur ce sujet-là. On le sait, ça existe, ce sujet-là, et j'en échange beaucoup avec beaucoup d'amis, et chacun a son opinion, chacun a son avis là-dessus. Il s'avère qu'à un moment donné, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, que ce soit pour sa nationalité tout court ou pour sa nationalité sportive. Il faudrait aider, je dis bien aider, les choix à faire à des jeunes, souvent, qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, et qui sont soumis, croyez-moi, à des pressions pour choisir leur nationalité sportive. Je trouve qu'on devrait plutôt les aider à faire un choix qui est leur choix, leur propre choix. Et à ce moment-là, je pense on ferait évoluer les choses, alors que là, on est exactement dans la même configuration qu'il y a 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Rien n'a changé. Très bien. Pour moi, ça n'engage que pas. Oui, alors peut-être juste, je vais revenir juste un petit peu en arrière sur une phrase que vous avez dite quand j'ai parlé de la question des fédérations qui étaient informées de certains faits, notamment de faits de violence. Vous avez évoqué le fait que même si les fédérations étaient au courant, et on le dit, c'est vrai, nous on l'a répété à plusieurs reprises, c'est une délégation de service public. Il y a des subventions, il y a de l'argent public dans ce mouvement sportif, et vous avez dit, il y a une instance supérieure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc moi, j'aimerais juste que vous précisiez de qui vous parlez exactement. Est-ce que c'est le ministère des Sports? Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est... Voilà, de qui on parle exactement? Quand je dis qu'une fédération, et vous l'avez répété, vous venez de le dire encore une fois, elle est d'utilité publique. Alors je ne sais pas si c'est le mot à employer, mais surveillée ou chaperonnée par le ministère des Sports, puisque c'est une délégation, la Fédération française. Vous êtes en train de me dire que comment on fait pour améliorer les choses?
j'ai pas la réponse. Hein, j'ai pas la réponse. J'ai quelques idées, comme tous les citoyens, mais je pense que, bon, déjà, pour essayer de trouver des réponses, il faudrait être conscient du problème, être au courant du problème, et vouloir régler le problème ou vouloir améliorer et corriger certaines choses. Enfin, je ne sais pas, je réfléchis basiquement, mais il me semble que c'est ce que je ferai ou c'est ce que j'essayerai de faire. Voilà. Une question à notre collègue Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Blanc, Stéphane Buchou, député de Vendée. Bonjour. Enchanté. Oui. Enchanté. Je veux revenir désolé, mais je vais revenir sur la réunion de novembre 2010. Vous faites le constat, comme d'autres, que depuis 2010, rien n'a changé. Alors effectivement, lors de cette réunion, il y a la question des binationaux, il y a aussi la question des quotas sur des critères physiques liés à la couleur de peau, liés à la race. Oui, mais ça, je précise que c'était c'est pas une enquête, oui, c'était une enquête que la BTN, Direction Technique Nationale, avait faite. Donc ça, est-ce qu'elle avait été missionnée pour le faire? J'en sais rien. Je peux pas, sincèrement. Je peux pas. Non, mais c'est pas. Pardon. Je n'en sais rien. J'entends. Je n'en sais rien. C'est pas le sens de ma question. Le sens de ma question, vous étiez sélectionneur de l'équipe de France à l'époque. Oui. Moi, j'ai une question assez simple. Des propos ont donc été tenus. Ils ont été par la suite documentés. Je voulais savoir si, en tant que sélectionneur, en tant que citoyen, les propos qui avaient été tenus à l'époque vous ont choqué. Ma première question. Et ma deuxième question, vous faites le constat, et je pense qu'on le fait tous malheureusement, je le répète, que rien n'a changé depuis maintenant 12 ans. Ne pensez-vous pas justement que une des raisons pour lesquelles rien ne change ou peu change, c'est justement le fait que, suite à des propos qui étaient choquants, les choses ont été plus ou moins étouffées. N'y a-t-il pas une forme d'institutionnalisation de propos que l'on peut quand même qualifier de racistes? Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez que peu de solutions à proposer pour que les choses évoluent. Moi, j'ai envie de vous renvoyer le ballon, pardonnez-moi pour l'image, mais on a... Qu'est-ce que vous avez pu constater, vous, au sein de la fédération? Est-ce que vous avez constaté des dysfonctionnements qui font que ce genre d'affaires, au final, n'ont aucune conséquence? Parce que c'est quand même ça la situation. C'est que 12 ans après, on reparle de cette fameuse réunion de novembre 2010. Le collègue François Pinel a très bien rappelé les choses, mais on a le sentiment, en fait, que c'était pas si grave que ça et que ça pourrait recommencer aujourd'hui et que personne n'en a tiré les conséquences. Et c'est un peu ça, si vous voulez, que je trouve, moi, choquant. On est au sein d'une commission d'enquête. Moi, je ne jette l'opprobre sur personne, je ne fais de procès à personne, mais simplement, l'objectif de notre commission d'enquête, c'est quand même de mettre fin à la fois à des faits de violence sur les enfants et à des propos discriminants et souvent racistes. Et si chacun dit au final ça se passe mais on peut rien faire, c'est quand même totalement désespérant. Et je pense que le politique peut beaucoup, mais le politique ne peut pas seul. Et donc on a besoin effectivement de gens qui ont vécu les choses, en particulier quand on a votre carrière, votre notoriété. Je pense vraiment qu'on a envie de vous entendre sur votre vécu et ce que vous pourriez nous apporter comme solution, parce que vous le dites, vous êtes au quotidien dans les vestiaires, etc. Mais je ne pense pas que des propos tenus dans un vestiaire et des propos tenus lors d'une réunion de la Fédération française de football avec les plus hautes instances soient à mettre sur le même plan. Mais monsieur, votre discours est tout à fait positif, tout à fait acceptable. Mais vous êtes en train de dire, voilà, sans les hommes de terrain sur le terrain ou
au contact de un, on n'y arrivera pas. Et moi, je suis en train de vous dire que si l'autorité que vous pouvez représenter dans ce cas-là, sans vous, on n'y arrivera pas non plus. Donc là, on est en train de se renvoyer un petit peu pas les responsabilités, mais je pense que oui, effectivement, tous les deux, nous avons, enfin, les deux parties ont des choses à améliorer. Mais permettez-moi de penser qu'en termes de capacité ou d'efficacité, il me semble que vous avez, pas vous personnellement, mais le ministère ou l'autorité publique a quand même le droit et le devoir de vérifier certaines choses dans sa fédération, son fonctionnement, son président, sa manière de présider, etc., etc. Donc, vous avez quand même des pouvoirs que les gens, peut-être de terrain, n'ont quand même pas. C'est une question que je me pose, mais je pense savoir la réponse. Donc, voilà. Donc, pourquoi vous êtes en train de me dire, ça fait 12 ans que rien ne s'est passé. Moi, c'est la première fois en 12 ans que je suis appelé à parler avec une commission, et je le fais avec grand plaisir. Je vous le dis franchement, je le fais avec grand plaisir. Mais c'est la première fois qu'on me convoque devant une commission. Ni depuis 2010 ou depuis 2011, on ne m'a jamais convoqué à qui que ce soit. Si, j'ai eu 2 convocations au ministère pour des entretiens privés, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, sur cette question-là, on n'en fait certainement pas assez, ni les hommes de terrain. Permettez-moi de vous dire que je pense que les gens qui ont l'autorité de pouvoir peut-être faire changer les choses n'en font pas assez suffisamment, à mon avis. Alors justement, puisqu'on évoque la question de l'autorité, au moment de cette fameuse réunion, finalement... je pense que alors, le sujet, juste, la réunion, si vous permettez, je vais terminer la question et puis après, je vous laisserai répondre avec plaisir, sans aucun souci. Lors de cette réunion, en réalité, moi, ce qui me questionne, c'est que finalement, les propos qui ont été tenus lors de cette réunion n'ont pas choqué les personnes qui étaient autour de la table de cette réunion. Il a fallu que ça sorte à l'extérieur, dans un média notamment, pour que ça choque l'opinion publique et qu'il y ait une enquête qui soit mise en place, avec d'ailleurs pas de sanctions derrière. Donc, première question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il n'y ait pas de sanctions, justement, favorise le fait que rien ne change depuis 12 ans? Et la deuxième chose, c'est je termine juste, et vous évoquez aussi beaucoup la question des ministères, par exemple. Selon vous, est-ce que la fédération elle-même n'aurait pas pu proposer des sanctions aux personnes qui ont tenu ces propos qui sont légalement répréhensibles quand on parle de racisme ou de discrimination? Oui, mais ce que vous oubliez de dire, madame, c'est que cette réunion a été rendue publique parce qu'il y a un monsieur qui a mis un interphone sous un livre. Alors, des réunions à la Fédération française de football ou à la DTN ou de partout dans tous les secteurs d'activité industrielle ou sportive, des réunions privées, soi-disant privées, je peux vous dire, et je pense sincèrement qu'il doit aussi se tenir des propos qui vous choqueraient, vous et moi. Donc, ça a été rendu public, n'oublions pas, par un geste quand même qui, à mon avis, n'est pas encouragé. Ça, c'est mon avis personnel. Effectivement, après, une fois que le problème a été connu de tout, oui, effectivement, la Fédération française de football, voire le ministère de la Jeunesse et Sport, aurait dû prendre des décisions, aurait dû prendre des directions et surtout aurait dû essayer d'améliorer les choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Monsieur Blanc, à nouveau Stéphane Buchou, moi je voulais rebondir sur les propos que vous venez de tenir. Bon, j'entends qu'il faille que l'autorité publique, comme vous l'appelez, intervienne. Alors justement, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il se passe à l'issue de cette réunion pour que les choses puissent changer? Qu'est-ce que l'autorité publique aurait dû faire? C'est pas un piège, hein. Monsieur Blanc, c'est absolument pas un piège. C'est vraiment pour qu'on puisse, avancer
et que nous, on puisse, au sein du rapport qui va être remis à la fin de l'année, faire des propositions très concrètes pour que justement ne plus entendre ce que je viens d'entendre dans votre bouche, c'est-à-dire il y a au final beaucoup de réunions où il y a des propos qui choqueraient tout le monde. Il faut éradiquer ça. Il faut qu'à un moment donné, ces propos-là ne soient plus tenus. Et on a besoin, effectivement, d'avoir des outils efficaces. Et c'est donc le sens de ma question. C'est vous qui les avez, les outils. Mais lesquels? Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que... Alors, pas vous, personnellement. Non, mais j'ai bien compris. Mais l'autorité, c'est qui la représente, l'autorité? Dans un cadre dans un monde de fonctionnement de Fédération française de football, par exemple. Prenons la Fédération française de football. Qui a l'autorité? Qui a pouvoir sur la Fédération française? Pardon de vous couper, mais je pense déjà, dans un premier temps, que le président de la Fédération française, constatant un certain nombre de dérives au sein de sa propre fédération, devrait prendre un certain nombre de mesures à minima correctives. Je suis d'accord. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous, mais il me semble que c'était un sujet aussi de discussion qu'on pourrait avoir. Là aussi, il y a des dysfonctionnements, et vous le savez aussi bien que moi, puisque bon, c'est d'ordre public aussi. Et donc, à partir de là, tout n'est pas parfait, quoi. Tout n'est pas parfait. Allô? Oui, Monsieur Blanc, c'est de nouveau François Piquemal. On se répartissait la parole. Moi, je voulais aborder un autre sujet avec vous. Oui, allez-y. Vous avez déclaré récemment que le football prenait une direction qui ne vous plaisait pas, avec beaucoup de spéculation. Oui, on y est en plein. Oui, mais c'est intéressant parce que je pense que la puissance publique peut aussi avoir son mot à dire là-dessus, parce que vous dites, et je partage totalement, on valorise des joueurs non pas par rapport à ce qu'ils font sur le terrain, mais vis-à-vis de ce qu'ils génèrent comme valeur financière. On les achète 10 millions d'euros, par exemple, pour les revendre 3 ou 4 fois plus cher. On a vu des modèles économiques de certains clubs être basés uniquement là-dessus. Je ne vais pas citer de clubs en particulier, mais tous ceux qui regardent le football européen ou français sur des cas précis et qui connaissent un peu verront desquels on parle. Et on assiste à finalement, on va jusqu'au bout de la logique du joueur de football comme produit financier avant d'être un athlète et derrière l'athlète, un humain comme un autre. Et moi, je voulais savoir comment vous aviez vu cette évolution dans le football, parce qu'après tout, vous, quand vous jouiez, vous êtes parti aussi en Italie, jouer à Naples notamment, puis vous étiez revenu à l'Inter Milan. Et déjà, on avait quand même, au début des années 90, ces premiers effets du foot business avec Bernard Tapie, Berlusconi, etc. Mais qui avait une logique, on va dire, davantage d'avoir les meilleurs joueurs et d'y mettre le prix pour gagner des compétitions. Alors que là, on a vraiment une logique purement de revente spéculative des joueurs et ainsi de suite, et avec la question de la multipropriété des clubs. Vous, comment vous avez vu ce tournant se faire? Est-ce que vous l'avez vu progressivement? Est-ce qu'il y a eu un moment assez marquant? Et surtout, est-ce qu'il y a eu des réflexions au sein de la fédération, peut-être en avez-vous connaissance, sur comment la puissance publique, notamment la Fédération française de foot, pouvait un petit peu mettre le haut là à ces pratiques? Écoutez, monsieur, là, je suis en plein dedans, puisque l'évolution du football, je l'ai vécu moi-même. J'ai commencé à jouer au football dans les années 80, où il n'y avait pas d'argent dans le football, où il y avait très peu d'argent dans le football. Et donc, le football a pris cette voie-là, c'est les télévisions, c'est le marketing des télévisions notamment qui ont fait en sorte que l'argent devienne vraiment très important dans le milieu du sport et notamment dans le milieu du football. Et oui, je disais que très récemment que la direction que prenait le football ne me plaisait pas parce qu'on va dans un football business. Et à l'heure d'aujourd'hui, on y est totalement. Je dois dire que les Français sont encore plus forts que les autres, puisque bon, quand je disais on achète un joueur 10 pour essayer de le revendre 30 ou 40, étant donné que nous avons une très très bonne formation française,
On est encore mieux puisqu'on les forme, donc ils nous coûtent quasiment 0, et on les revend 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc il y a du business, il y a du trading, ce qu'on appelle maintenant, qui est venu dans le monde du football. On entend beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le trading parce que j'ai connu des joueurs qui ont été vendus d'une année à l'autre et qui ont été multipliés par 10 ou par 20. Donc on est vraiment dans ça, dans le football business. Bien sûr, l'argent a attiré beaucoup de gens intéressés. On a pris, on n'a pas sélectionné, on a tout pris. Et donc, quand j'entends le monsieur qui me dit la fédération aurait pu intervenir, la fédération n'a aucun pouvoir là-dessus. Aucun pouvoir. C'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. La fédération subit ça. Donc, enfin, je ne dis pas, oui, elle peut avoir son avis, elle peut avoir. Mais en termes de pouvoir d'intervention ou de changer de direction, non. Là, à mon avis, c'est de donner des pouvoirs que les fédérations n'ont pas. Donc là, on est vraiment, en plus dans le multipropriété, ce que vous venez d'évoquer, on est en train de faire en sorte aussi que certains pays, certaines régions s'intéressent de plus en plus au football parce que c'est un sport universel et que ça intéresse beaucoup de gens d'abord et puis de pays aussi. Et là, on est dans le cœur du sujet où l'argent est roi, où les joueurs de football en profitent, bien sûr. Et là, je ne sais pas si la fédération peut faire quelque chose, mais à mon avis, non. Donc là, ce n'est pas de son pouvoir. La fédération n'aura pas ce pouvoir-là, ni d'ailleurs la fédération internationale, la FIFA ou l'UEFA. Peut-être que la FIFA, avec son grand pouvoir aussi, peut essayer de tempérer tout ça, mais il s'avère que, comme vous le savez aussi bien que moi, quand le pouvoir financier est présent, il est très difficile de freiner tout ça, et je pense que là, en ce moment, il y a personne qui freine personne, et là, on est en plein échange économique. Voilà. Alors, je suis un peu surprise en fait. Non, mais je suis très surprise de vous entendre dire que les fédérations n'ont pas de pouvoir, parce que nous, ça fait plusieurs semaines qu'on fait des auditions et on entend exactement l'inverse, à le savoir qu'elles sont toutes puissantes et que c'est elles qui font la pluie, le beau temps sur plein de sujets, notamment sur. Alors moi, je suis étonnée parce que vous dites qu'elles ne peuvent pas changer les directions. Donc dans ce cas-là, si les conseils d'administration de fédération ne peuvent rien faire, qui change les personnels de direction dans les postes? Donc moi, je serais très curieuse de le savoir. Et moi, je reviens juste un peu avant sur les différents mécanismes. Vous parlez de la Fédération française de football? Je parle des fédérations de manière générale, et la Fédération française de football fait partie de tous les témoignages qu'on a eus jusqu'à présent, l'une des fédérations les plus puissantes aujourd'hui dans notre pays. En tout cas... oui, mais elle ne gère pas le football. Elle gère le football français, mais le football mondial est géré par notre puissance. Ah oui, mais nous, en ce qui nous concerne, on parle du football français. Alors, vous parlez peut-être de la question financière. Ah oui, le football français, il est géré par la Fédération française de football, bien sûr, mais la direction du football mondial, du football universel, est en train de prendre une direction que la Fédération française de football, si elle n'est pas d'accord ou si elle a ça me semblera très difficile, je dis bien très difficile, voire impossible, de changer quoi que ce soit. D'accord, donc là on comprend un peu mieux avec la précision, mais voilà, moi je veux vraiment revenir sur la question de la Fédération française de football et de son mode de fonctionnement, et d'ailleurs des dysfonctionnements, parce que l'objet de la commission d'enquête, c'est aussi avant tout celui-ci, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu plusieurs affaires où visiblement la fédération, en tout cas en tant que telle, était informée, qu'on a laissé des entraîneurs changer de club alors qu'ils pratiquaient la même chose dans d'autres clubs auprès de jeunes mineurs. Je parle notamment de violences sexuelles sur enfants, sur mineurs. Et vous, justement, en tant qu'ancien joueur, puis sélectionneur et coach,
Que pensez-vous des mécanismes pour protéger les jeunes à Clairefontaine et plus largement dans les clubs? Et est-ce qu'à votre connaissance, est-ce que c'est un sujet qui revenait régulièrement au sein des fédérations? Parce que l'autre versant des témoignages, c'est aussi qu'il y avait beaucoup d'adultes qui étaient informés autour de ces enfants, autour de ces mineurs qui subissaient des violences, et que rien n'était dit, et tout était au contraire caché. Donc, est-ce que c'était un sujet qui revenait? Est-ce que vous en aviez entendu parler? Non. Honnêtement, avec vous, quand j'ai été 2 ans sélectionneur, ce sujet-là n'est jamais venu autour de conversations, autour d'échanges entre entraîneurs, sincèrement, entre éducateurs. On n'a jamais, alors, c'était peut-être pas un sujet qui était facile à évoquer, mais on l'a jamais évoqué. Sincèrement, ce sujet-là, alors c'était peut-être certainement d'ailleurs un sujet tabou, mais pendant 2 ans que j'ai été à la direction technique nationale en tant que sélectionneur, je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit qui pouvait laisser penser qu'il y avait des choses qui se passaient, etc. Je vous le dis franchement en toute vérité. Et c'est un problème, ça, je ne peux pas vous répondre à ce problème-là. Que ce soit le fonctionnement d'une fédération, comment voulez-vous que je vous dise le fonctionnement d'une fédération, on le connaît tous, vous le connaissez aussi bien que moi. Il est fait de plein de choses, il est fait de jeunes joueurs, de jeunes athlètes, de jeunes sportifs qui sont encadrés par des adultes, que ce soit hommes ou femmes. Et ça, que ce soit dans n'importe quelle discipline, que ce soit le football, que ce soit le tennis, que ce soit la natation, que ce soit l'athlétisme, il y a un modèle éducatif, d'éducation physique. Mais le fonctionnement sera toujours comme ça. C'est là où il faut mettre comment on appelle ça, des avertisseurs, je ne sais pas comment dire. Qui fait que, bon, voilà, du moment qu'il y a cette validité d'enseigner le sport pour que les athlètes soient les meilleurs possibles, les entraînements se feront toujours entre un adulte et un éducateur et des jeunes. Après, le système de fédération, là aussi, je me permets de vous dire certaines choses, puisque on voit certaines choses qui se sont produites, on voudrait que ça ne recommence pas, on voudrait que ça soit corrigé, on voudrait que ce soit mieux élaboré. À ce moment-là, peut-être il y a un mode de fonctionnement de fédération qui devrait évoluer aussi, ou qui devrait changer, ou qui devrait être autrement, j'en sais rien. Il faudrait, comme vous le dites, il faudrait échanger sur le sujet avec certainement des personnes qui ont d'autres avis ou qui ont d'autres choses à dire intéressantes. Parce qu'on s'aperçoit que le modèle qui a existé depuis 20 ans, ou 30 ans, ou 35 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, ben, il a ses limites, et que si on veut progresser, si on veut améliorer les choses, il faut peut-être gouverner d'une autre manière ou faire différemment. C'est un point d'interrogation que je fais, mais c'est une réflexion que j'ai. Voilà. Vous avez réalisé une partie de votre carrière à l'étranger. Existe-t-il des pratiques? Oui. Est-ce que vous avez des pratiques à nous faire remonter, des bonnes pratiques en tout cas, sur lesquelles on pourrait s'inspirer chez nous en France? Ouais, mais je pense qu'effectivement, on peut toujours aller regarder comment les autres fonctionnent, parce que c'est intéressant aussi de prendre ce qu'il y a de bien chez les autres, et ne pas en avoir peur, ne pas hésiter. Mais je pense que tous les problèmes que nous évoquons, j'ai joué en Italie, j'ai joué en Espagne, j'ai joué en Angleterre. Je peux vous dire que ces problèmes-là, ils sont aussi présents dans ces pays-là. Il ne faut pas croire que les autres pays ne sont pas soumis à ces problèmes-là. Je peux vous dire que j'ai joué en Italie, dans un pays du sud de l'Italie, donc le racisme, on y était aussi confronté, je peux vous le dire. Bon, après, il y a des choses, oui, il y a des choses à je pense, regarder et à comprendre. Je pense que le football anglais a été victime d'hooliganisme. Vous
savez que ça a fait beaucoup de mal dans le football, puisque bon, c'était quand même très important. Je pense qu'ils l'ont bien, enfin, ils l'ont bien réglé. Ils l'ont quand même bien effacé, même s'il y a toujours encore quelques petits problèmes, mais je pense qu'ils ont quand même fait quelque chose. Ils ont quand même été conscients qu'il y avait un problème, qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc, je pense que les Anglais ont quand même fait évoluer dans le bon sens du terme ce problème-là. Après, comme je vous dis, si on a conscience que voilà, il faut faire évoluer les choses, le mode de gouvernance, la responsabilité ou les responsabilités à prendre, il faut échanger, il faut être, comme on dit souvent, hein, quand vous n'avez pas conscience qu'il y a un problème, vous ne risquez pas de le régler, le problème. Donc, on le sait, on sait ce qui se passe. Le mode de fonctionnement, il est ce qu'il est. On ne peut pas le transformer et le changer radicalement parce qu'un athlète, à mon avis, il aura toujours besoin d'un entraîneur, il aura toujours besoin de conseils. Donc il y aura toujours. Mais il faut être attentif d'abord. Hein. Et puis, moi, je crois aussi beaucoup au fait que voilà, les gens commencent à parler, les gens commencent à informer, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, il faudrait échanger parmi beaucoup de personnes pour essayer de prendre les meilleures solutions pour régler ce problème ou tout au moins l'améliorer, le corriger. Justement, je vais rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Blanc. Oui. J'entends dans ce que vous dites qu'effectivement, je le disais ce matin, il y a une forme de malheureuse, mais il y a une forme de fatalisme. Pour autant, certes. Non, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, fatalisme. Je trouve, je l'ai dit dès le départ, je trouve qu'il y a eu des améliorations dans ce qui concerne l'éducation je prends l'exemple type d'un public dans un stade. Même si le comportement d'un public actuellement dans le stade n'est pas excellent, n'est pas irréprochable. Mais je peux vous dire que je ne sais pas si vous aimez le sport, mais si vous vous rendiez dans un stade il y a 25 ans ou 30 ans ou 10 ans, je peux vous dire qu'on entendait beaucoup plus de choses, qu'on voyait beaucoup plus de choses que maintenant. C'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Alors, pour répondre à votre question, non seulement j'adore le sport, mais j'adore en particulier le football. Et je vais vous faire une petite confidence. Je suis particulièrement honoré de pouvoir échanger avec Laurent Blanc aujourd'hui. Parce que Laurent Blanc, il m'a fait rêver comme tous les joueurs de l'équipe de France 98. Il n'en demeure pas moins qu'on parle de sujets évidemment sérieux. Et le football est un sujet particulièrement sérieux. Pour revenir à ce que je disais auparavant, moi je crois vraiment, et ça a été dit par d'autres collègues, je crois vraiment que les fédérations ont un véritable rôle à jouer, et en particulier, évidemment, la Fédération française de football. Alors, permettez-moi cette question. Si demain Laurent Blanc était élu président de la Fédération française de football, que mettrait-il en œuvre pour que... Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Il ne peut pas être élu. C'est ça le problème. Faisons un peu de science-fiction. Imaginons que vous soyez élu à la présidence de la Fédération française de football. Qu'est-ce que vous feriez très concrètement, une ou deux ou trois mesures pour faire en sorte qu'on, peut-être pas éradique malheureusement, mais qu'on diminue de manière très drastique à la fois les violences faites vis-à-vis des enfants et puis les propos discriminatoires dont on vient de parler? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Peut-être que c'est des relations meilleures avec le ministère de tutelle. Mais... Forcément. Mais permettez-moi, et vous me l'avez bien lancé, alors je ne pense pas que ça a été volontaire de votre part, mais c'est impossible d'être élu président de la Fédération française de football ou de la présidence. C'est le système électoral ne vous permet pas à un personnage qui se présente et qui a les bonnes intentions, ou qui a des très bonnes intentions comme tous les candidats,
là aussi, c'est un sujet peut-être de conversation alors qui n'était pas prévu, mais le mode électoral pour être élu à la présidence d'une fédération, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Parce que quand vous dites, oui, si vous demain vous êtes élu à la présidence de la Fédération française de football, mais c'est impossible. Oui, mais pardon, mais... C'est impossible, et vous le savez. Oui, je le sais, mais ce que je voulais... Vous le savez très bien. Oui, mais ce que je voulais exprimer... Oui, mais attendez, ce que je voulais... Pardonnez-moi, ce que je voulais exprimer, c'est pas de savoir si oui ou non vous pouviez être élu président de la Fédération française de football, mais c'est si vous l'étiez, nonobstant le fait que vous ne puissiez pas l'être, qu'est-ce que vous feriez, vous, avec l'expérience qui est la vôtre, la carrière qui est la vôtre, la notoriété qui est la vôtre, pour faire changer les choses? C'est ça c'était ça le sens de ma question. Et puisque vous avez, et j'ai la parole, vous évoquez un autre sujet, moi je voudrais vous dire que j'ai un désaccord avec vous sur l'amélioration des choses. Quand vous dites, avant c'était, on entendait des cris et des propos dans les tribunes, et aujourd'hui ce sont les joueurs et les arbitres qui les tiennent. Pardonnez-moi, mais je considère, et je fréquente assez régulièrement un stade, dans tous les cas le plus près de mon domicile. Si tel est le cas, moi je ne l'ai pas forcément constaté, mais je vous fais entièrement confiance là-dessus. Si tel est le cas, je trouve assez inquiétant, pour tout vous dire, qu'effectivement on n'ait pas su faire œuvre de pédagogie suffisamment forte pour qu'à la fois les arbitres et les joueurs ne tiennent pas ce type de propos. Donc je crois, enfin en tous les cas en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on soit vers une amélioration. Alors, je vais essayer de vous répondre à tout. Sur la dernière question, oui, effectivement, vous avez dit il y a des arbitres et des joueurs. Mais quand il y a des arbitres et des joueurs, on le sait. Parce que où il y a des micros, où il y a, les joueurs le rapportent. Je pense sincèrement que ça existait certainement avant. Ça existait avant. Mais dès qu'il y a des propos limites, racistes, entre joueurs, entre arbitres, on le sait. Le seul problème, c'est qu'un stade de football, ce n'est pas que le terrain, ce n'est pas que le carré vert. Il y a le public, à mon avis. Le public est dur à éduquer là-dessus. Et c'est pour ça que je disais qu'il me semblait qu'il y ait une amélioration durant ces 30 dernières années vis-à-vis du public, même si tout n'est pas parfait. Alors à ce moment-là, c'est pour sanctionner, c'est une amélioration peut-être pour mieux identifier et mieux sanctionner. Identifier, parce que quand c'est un joueur ou un arbitre qui tient des propos racistes, on le sait de suite. On le sait maintenant. On le sait. Avant, on le c'est pas que, mais maintenant, quand ça arrive, on le sait. Parce que le joueur le dénonce, parce que ils ont raison de le dénoncer. Et c'est pour ça que je répondais d'un oui catégorique qu'il faut arrêter. Encore plus si c'est un arbitre ou un joueur. Mais je dirais même quand c'est le public, il faut arrêter. Il faut arrêter le match. Il faut arrêter la manifestation sportive. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une amélioration. Je voyais une amélioration. Des problèmes, il y en a malheureusement tous. La deuxième chose, c'est que je pense que pour la fédération, quand vous me dites, oui, si vous étiez président de la fédération, je vous dis que c'est impossible, vous le savez très bien, parce que le système électoral d'un président de fédération, il est très particulier. Et je pense sincèrement qu'il y aurait des choses, attention, hein, mais je ne me prends pas pour un autre. Ça doit être très difficile d'être président de fédération, que ce soit de football, que ce soit de tennis, de natation. C'est très difficile parce que vous avez une responsabilité maintenant qui devient très, très, très importante. Et je pense aussi que, bon, voilà, dans le monde fédéral, dans le système électoral qui a été mis en place, il me semble que ça, c'est encore que mon avis, c'est qu'il est dans beaucoup de fédérations, il y a des présidents qui sont omnipotents. Et donc, je pense que ça facilite peut-être pas aussi les choses. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire si j'étais président de la Fédération française de football? Je n'osais pas imaginer parce que, bon, je pense que c'est impossible.
Et que croyez-moi, c'est quand même une responsabilité assez forte, dans la mesure où, bon, comme je vous l'ai dit, dans toutes les fédérations, dans tous les secteurs d'activité, quand malheureusement il se passe des choses, et bien, à ce moment-là, votre responsabilité est engagée. Donc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir des responsabilités. Oui. Monsieur Blanc, justement sur le propos que vous avez par rapport à la fédération et au mode de désignation du président, on vous pose cette question. Bon, votre surnom en tant que joueur, c'était le président, donc c'est normal que vos collègues vous interrogent. Ça, c'est un surnom, monsieur. Mais vous soulevez un très bon problème. Il y a énormément de critiques sur la gouvernance et le mode de désignation des représentants de la FFF. Est-ce que vous auriez des suggestions pour qu'il y ait un mode de désignation qui soit plus, on va dire, plus valorisant, notamment pour les clubs amateurs, et que tout le monde se retrouve dedans, et qu'on n'arrive pas à des systèmes sclérosés comme vous l'avez défini? Oui, mais ça, on peut là encore une fois, on peut toujours discuter, on peut avoir des avis qui divergent, mais je trouve qu'un président de fédération, qui est un poste très compliqué, je le répète encore une fois, puisqu'il associe le monde amateur et le monde professionnel, quoi qu'on en dise. Là aussi, cette gouvernance et amateur d'un côté sous la tutelle du ministère de l'ordre public, et aussi l'équipe de France, qui est une équipe représentée par les plus gros professionnels de leur pays. Il y a aussi une sorte de quiproquo de gouvernance qui fait quoi, comment on fait. Bon, bref, c'est pas très simple tout ça, mais aussi le fait que, bon, voilà, en termes de gouvernance, vous le savez aussi bien que moi, et je ne vais pas vous l'apprendre, que les mandats sont limités. Les mandats sont limités, que ce soit en politique, que ce soit de partout, les mandats sont limités, jusqu'à preuve du contraire. Je pense qu'un président de fédération, alors je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais les mandats d'un président de fédération ne sont pas limités. Il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandats. Et vous arrivez avec des présidents qui sont là depuis 20, 25 ans, 30 ans, et qui sont omnipotents, quoi. Donc, mais je ne parle pas que de la Fédération française de football, d'ailleurs. Donc, voilà. Est-ce que c'est le meilleur système? Est-ce que c'est le meilleur moyen? Je ne sais pas. Il faut en discuter, il faut échanger. Moi, je pense qu'il faut être déjà conscient de tous ces problèmes-là, et qu'il faut mettre plein d'avertisseurs ou d'avertissements dans l'éducation des jeunes, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une multitude de problèmes. Écoutez, merci, mais peut-être moi je vais faire une remarque quand même, parce que je pense que je regrette quand même que dans vos réponses, j'ai le sentiment qu'on soit passé quand même à côté du vrai sujet, qui est quand même que, sous couvert déjà de la question des binationaux, on a tenté d'écarter des jeunes Français du fait de leur origine supposée ou réelle. Ce ne sont pas des propos de vestiaire, hein, comme vous avez pu le dire, mais des propos de responsables sportifs de la plus grande fédération. C'est pas anodin. Juste, je vais terminer, puis après, vous aurez le loisir de rebondir. Moi, j'avoue que je m'attendais à... Le problème des binationaux, il faut l'attaquer fort, les binationaux. Mais oui, parce que les binationaux, ils sont français. Et ce matin, à juste titre, quand on a auditionné les journalistes de Mediapart, ils nous ont dit... vous savez, si cette sélection, ici, ces quotas avaient été mis en place, on n'aurait peut-être pas eu Kylian Mbappé qui joue aujourd'hui dans l'équipe de France. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Moi, je m'attendais vraiment à autre chose, parce que quand le DTN ou le sélectionneur, je vais terminer, quand le DTN ou le sélectionneur, lors d'une réunion, le dit, si ça n'avait pas été enregistré, personne ne l'aurait su. Mais pire que cela, la seule personne qui a été sanctionnée, c'est finalement la personne qui a dénoncé les faits, effectivement, en l'enregistrant. Et puis moi, ça me pose vraiment la question de la responsabilité collective, parce que dans ce cadre-là, vous voyez bien, là, c'est enregistré, c'est su, ça choque, mais finalement, on se dit qu'il y a plein d'autres réunions où il a pu se dire plein d'autres choses qui peuvent être racistes ou discriminantes.
Et en fait, on ne l'a pas su, elles n'ont jamais été sanctionnées, elles n'ont jamais été rendues publiques. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai quand même le sentiment qu'à un moment se pose aussi cette question de responsabilité collective. Il y avait plein d'adultes autour de la table, et je pense qu'il ne fallait pas attendre que ça soit public pour le condamner, mais que tout propos raciste ou discriminant se doit d'être condamné. Oui, je suis d'accord avec vous. Monsieur Laurent Blanc, est-ce que vous pensez nous avoir tout dit au cours de cette audition? Ah ben, je vous ai tout dit par rapport aux questions qui ont été posées. Moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de discussion et d'échanges sur les problèmes qui existent encore aujourd'hui et que cette fameuse réunion avait soulevé il y a 10 ans. Voilà. On parle toujours, la dame vient de me parler des binationaux. Je ne fais pas une fixation sur les binationaux. Mais à mon avis, il faut régler cette question-là de choix. Il faut rester, et on ne le fait pas. Quand j'ai commencé le football, il y en a toujours eu des binationaux. Il y en aura toujours, même des trinationaux. Il s'avère que, est-ce que notre nationalité sportive, nous avons le choix de le faire? Mais il faut faire le choix. À mon époque, quand je jouais, on la faisait à 21 ans, quand on était en espoir. Est-ce qu'on a changé depuis? Non. Et voilà. Donc, on aurait pu en discuter, puisque c'était le sujet de cette réunion il y a 10 ans. Bon, écoutez, 10 ans ou 12 ans après, à part vous qui m'avez appelé pour en discuter, pour échanger, il n'y a personne qui a échangé avec moi sur ce sujet-là. Et je pense, comme vous l'avez dit, que bon, pendant 10 ans, on a mis ce dossier, ces dossiers-là à l'écart. Et je pense que ce n'est pas le meilleur moyen pour essayer de corriger et de faire évoluer les choses. Vous avez les questions entre les mains. Vous savez que vous pouvez compléter vos propos. Vous pouvez également formuler vos propositions et vos réflexions par écrit, par mail à l'adresse que vous avez. Donc, on compte sur vous, bien sûr, si vous avez des propos qui ont été oubliés aujourd'hui, à compléter ces informations. Merci à vous. Oui, il y avait le football féminin aussi. Il y avait la question sur le football féminin. C'était assez intéressant, d'ailleurs. Donc, écoutez, ça sera peut-être pour une prochaine fois. C'est pas une omission pour la question, c'est juste que nous avons une audition supplémentaire à 17h. C'est pour ça. Donc, il n'y a aucune volonté de notre part de retirer une question. Il y avait une question très intéressante sur le football féminin. Malheureusement, nous ne l'avons pas abordée. Vous pouvez compléter par écrit. Oui, mais ce n'est pas la même chose par écrit. Bon, bref. En tout cas, ça a été très intéressant. Écoutez, merci de m'avoir convoqué finalement. Nous vous remercions et n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin est. Merci, Monsieur Laurent Blanc. Écoutez, merci à vous. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir, merci. Le calvaire et les violences qu'ils ont subies, principalement parce qu'ils étaient mineurs, essentiellement du fait de leur entraîneur ou de la part d'autres sportifs manipulés par leur entraîneur. Ils ont également insisté sur l'omerta généralisée qui règne dans chaque discipline où tout le monde sait, mais personne ne dit rien. Bien souvent, les parents, en revanche, ne sont pas au courant et font largement confiance au club et à l'entraîneur, alors que leur enfant est capable de s'exprimer en raison de la honte ou de la peur qui les accompagne. Au-delà de ces formes de violence qui semblent particulièrement répandues, s'ajoutent des actes de discrimination fondés sur le sexe ou sur la race qui contribuent également au mal-être des joueurs et conduisent à des dérives. Enfin, nous avons aussi auditionné des journalistes d'investigation qui ont dénoncé plusieurs scandales financiers dans le milieu du sport, en particulier dans le football et le rugby. Tous ces faits, la plupart illégaux, vous sont connus en tant qu'inspecteur général de l'éducation,
du sport et de la recherche. Vous nous avez transmis une vingtaine de rapports qui présentent de nombreuses défaillances graves dans le milieu sportif et qui formulent d'importantes recommandations. Les principales questions que je souhaite donc vous poser sont les suivantes. Comment se fait-il qu'avec tous les signalements recueillis depuis 2020 et vos enquêtes approfondies, les mesures ne soient pas encore prises pour éradiquer ces pratiques illégales, protéger les jeunes sportifs et sportives, contrôler efficacement les fédérations et les clubs et sanctionner les auteurs de violences en tout genre ou les malfaiteurs. Que vous manque-t-il pour être entendu? Que faut-il faire pour changer profondément les choses? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire, chacun à votre tour, je le jure, après avoir activé votre micro. Je le jure. Je le jure. Micro, il faut fermer. Je le jure. Je vous remercie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je retiens des propos que vous avez mentionnés, le fait que vous avez pris connaissance de l'ensemble des rapports qui vous ont été envoyés et qui, en effet, ont été à l'origine d'un certain nombre de signalements, notamment article 40, 10 en l'occurrence, qui ont été faits ces dernières années par l'Inspection générale et notamment depuis 2020. Si vous me le permettez, je commencerai peut-être par repositionner un tout petit peu notre travail et le rôle qui est celui de l'Inspection générale,